quelqu'un qui fait des accusations politiques. Vous regardez si elles sont fausses ou si elles sont vraies. Et ce que moi je dis par rapport à tout cela, dont on parle tellement du complotisme, qu'il y a deux types d'imbéciles. C'est celui qui voit des complots partout et qui dit que c'est force obscure, celui-là est un imbécile, ou celui qui a dit qu'il n'y a jamais eu de complot, il faut voir ceux qui accusent certaines forces comme des individus qu'il faut éliminer. Donc on est dans l'absurde, on n'est plus dans le domaine des idées. Et pour moi, les idées, c'est ce qui est absolument fondamental. Dans l'histoire, De Gaulle parlait d'une certaine idée de la France. Je crois qu'il faut aller plus loin. C'est une idée qui est le principe même de l'existence de l'être humain. L'être humain, c'est un être d'idées qui est capable de transformer son environnement. Et je crois que le tort de l'évolution américaine, avec ses 800 bases dans le monde et tout le reste, a été de vouloir imposer par la force son ordre de choses auquel lui-même ne croyait pas au reste du monde, auquel lui-même avait perdu. Et le dernier moment où les États-Unis ont représenté quelque chose de différent, c'était sous Roosevelt. On peut critiquer Roosevelt, mais c'était sous Roosevelt, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis pensaient qu'ils avaient une mission vis-à-vis du reste du monde, de le développer, de le rendre meilleur, et vis-à-vis de leur propre classe ouvrière. Et ça s'est perdu dès 1945 avec Truman. Truman, qui était un dirigeant politique, on l'a vu dans le fameux film là, sur Oppenheimer, je ne sais pas si vous l'avez vu, où Oppenheimer se sent coupable d'avoir produit les bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Il va voir Truman et il se sent coupable. Truman sort de sa pochette un mouchoir et dit « essuyez vos larmes ». Donc ça a été le cynisme qui s'est développé à ce moment-là aux États-Unis après 1945. Les élections européennes sont une plaisanterie, parce que de mauvais goût, et terrible, parce qu'à ce moment de l'histoire où il y a la guerre en Ukraine, la guerre au Proche et Moyen-Orient, où il y a une injustice terrible faite au Soudan ou en République populaire du Congo. À ce moment-là, de quoi va-t-on parler? De l'immigration? De quoi va-t-on parler? De l'équilibre du budget? C'est ridicule. Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Antithèse, un nom qui me convient bien. Effectivement, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir sur notre chaîne. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Alors, c'est toujours une chose difficile de parler de soi-même, mais je dirais que je suis né le 20 août 1941 à Buenos Aires, en République argentine. Je dirais quelques 3 mois avant que l'armée rouge arrête les nazis devant Moscou. J'étais donc en Argentine. Je crois que ça m'a donné un regard à la fois extérieur vis-à-vis de l'Europe et de la France, et en même temps intérieur, parce que je me sentais encore plus français étant d'une famille française en Argentine. Alors j'arrive en France en 1946 sur un bateau qui s'appelait la Désirade, ça s'invente pas. Et j'arrive à un endroit où ça sent très fort et le bateau ne bouge plus. Alors on est arrivé dans un port, c'était à Dakar. Et je vois des messieurs se pencher et jeter quelque chose dans l'eau. Je dis à mon père, prends-moi dans les bras, je veux voir. Alors mon père, finalement, accède. Donc je suis dans les bras et je vois ces messieurs jeter des pièces de monnaie pour que les jeunes Africains sautent dans l'eau et les ramassent et plongent. Alors on me dit, prends une monnaie et fais-le. Alors moi je suis sorti de là, j'ai jeté la monnaie sur le pont et je ne ferai pas ça. Donc j'avais une identification déjà avec les gens dont on voulait abuser, dont on voulait faire quelque chose. Ensuite, j'ai connu le péronisme dans ces circonstances. J'en parlerai après, pour parler du populisme. J'ai ensuite fait HEC, l'ENA, la licence en droit. Toutes les grandes écoles françaises, quoi. Ouais, toutes les grandes écoles. L'étude en France. Et là, j'ai vu que les diplômes rendaient les gens formatés et vides. Les gens qui étaient bien au départ, qui avaient des qualités, peu à peu s'inscrivaient dans un ordre, dans un système, et n'étaient plus réellement eux-mêmes. Et j'ai décidé qu'un jour, je partirais. Alors j'ai essayé tous les partis politiques, après avoir fait une carrière de quelques années au ministère des Finances, et on m'a envoyé, avec cette extraordinaire pression de l'administration française, à New York plutôt qu'en Chine, où je voulais aller. On m'a dit, en Chine, il ne se passera jamais rien. Alors moi, j'ai dit, non, je vais aller en Chine. Non, on ne m'a pas envoyé en Chine, je suis allé à New York. Et à New York, j'ai découvert les États-Unis. Et j'ai découvert ce qui s'y passait, qui me paraissait comme une anticipation de ce qui allait arriver en Europe. Et c'est là que j'ai rencontré Lyndon LaRouche, dont nous en reparlerons après, qui m'a paru apporter quelque chose dans le débat public et dans la vision des années qui allaient venir,
d'essentiel. Donc je suis rentré, disons, en politique, mais j'y étais déjà, je crois que j'y étais toute ma vie. Mais à 33 ans, j'ai fondé un parti politique qui s'est appelé maintenant Solidarité et Progrès, parce qu'il n'y a pas de progrès sans solidarité, il n'y a pas de solidarité sans progrès. Et nous nous battons pour une nouvelle architecture financière et monétaire internationale qui assure la justice pour chacun. Nous disons, citoyens du monde, unissez-vous. On dit plus prolétaires, on dit citoyens du monde, unissez-vous. Et puis alors, est-ce que vous vous diriez de gauche ou de droite actuellement? Alors, je crois que dans le temps, quand j'avais 20 ans, si on disait je suis ni l'un ni l'autre, c'est qu'on était fasciste. Hein. C'est une autre époque. Aujourd'hui, la gauche a trahi son mandat social et la droite a trahi son honneur. Donc, on identifié ni à l'une ni à l'autre. Mais c'est-à-dire, trahit son honneur Trahit son honneur en se soumettant à un ordre multinational, financier, une oligarchie financière. Et la gauche, en faisant une politique, disons, qui a été antisociale en France, après la trahison de Mitterrand en 82-83, on a vu cette politique-là. Donc, il y a les extrêmes, mais vous avez l'extrême droite qui maintenant, après toute son histoire et tout ce qu'elle présente, qui est tout à fait différent de tout ce que moi je suis, mais qui se mélonise, je dirais, ou qui se bardélise en France. C'est-à-dire qui, à l'extérieur, se soumet à l'OTAN, se soumet au marché financier, et à l'intérieur, s'apprête à sévir et à pratiquer une politique, disons, d'exclusion et aussi d'atteinte aux libertés publiques. Maintenant, il y a l'extrême gauche. Alors, l'extrême gauche, elle, se mélanchonise. C'est-à-dire, moi, j'ai bien connu Ernest Laclau et Chantal Mouffe, tout ce populisme de droite. Mélenchon, il cède. Donc, on voit quelque chose qui ne met pas au premier plan le travail, la capacité de l'homme à changer le monde. Vous savez ce que disait Marx, hein, le travail s'empare des choses et les ressuscite d'entre les morts. Ça n'est plus du tout ça. C'est quelque chose où on s'adapte au social, on s'adapte à une vision du monde où on trahit le woke. Parce que qu'est-ce que c'était le woke au départ? Le woke, c'était être sensible à toutes les injustices et partout. Aujourd'hui, on l'a transformé en quelque chose de punitif pour punir tout celui qui pense autrement. Donc c'est une trahison complète de ce qu'était quelque chose de positif au départ. Et ça, on y assiste, je crois que c'est très grave de la part de ce que représente ce mouvement d'extrême gauche, parce qu'aujourd'hui, les étudiants se soulèvent dans le monde entier, et c'est quelque chose de très positif, en particulier aux États-Unis, à Columbia, mais pas seulement, à MIT, à Yale aussi, dans les grandes écoles, qui sont très très célèbres là-bas et qui forment l'élite, se soulèvent pour dire qu'ils veulent la justice pour la Palestine, la justice au Proche et Moyen-Orient. Donc c'est très important. Et si on le trahit en faisant un discours de haine pour Israël, ça ne va pas du tout. Il faut être politique. Moi, toute ma critique va à Netanyahou et à ce que j'appelle ces sortes de voyous qui l'entourent, ces voyous millénaristes ou ces voyous Ben Gvir, Smotrich et compagnie. Donc il faut bien viser politiquement les gens qui sont responsables et pas rendre un peuple entier coupable. Et c'est là que je pense qu'il faut aller vers une politique qui soit une politique qui respecte ce qu'est vraiment l'être humain, que l'être humain est capable de bien, il est capable de l'inscrire dans l'histoire et qu'il le fait au nom d'un engagement à la fois social et d'engagement, je dirais, du bonheur. On disait après 1945 en France que c'était les jours heureux. Eh bien, il faut rétablir ces jours heureux. Et pour moi, il y a une frontière nouvelle, qui n'est pas la droite et la gauche, mais qui est, d'un côté, ceux qui servent les milieux financiers, une oligarchie financière, extrême droite, et de l'autre côté, il y a ceux qui la combattent. Et parmi ceux qui la combattent, il y a ce que, je pense, nous tentons de représenter, qui est le courant historique, qui est le meilleur des révolutions françaises, américaines et de toutes les révolutions dans le monde, dans ce qu'elles ont apporté dans l'éducation et dans le pouvoir créateur, dans l'émancipation du pouvoir créateur de chaque individu. Pas les formes politiques, mais ce courant de rendu qui rend, disons, hommage, qui rend possible les pouvoirs créateurs de l'homme et de produire davantage et mieux avec moins. Et alors, vous avez participé à 3 élections présidentielles en France. Aujourd'hui, comment vous... alors, on reparlera des européennes qui ont lieu bientôt, mais comment vous percevez la réalité de ces élections? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui au niveau national? Est-ce que c'est
encore quelque chose de sérieux? Est-ce que finalement, si le pouvoir est de plus en plus international, est-ce que les élections nationales ne sont pas un peu dénuées de tout fondement? Je pense que l'idée de nation, telle qu'elle est ressortie du traité de Westphalie de 1748, qui est l'idée qu'une nation se définit par une identité qui doit être à son avantage, mais à l'avantage d'autrui. Et que l'avantage d'autrui, c'est de faire pour autrui tout le bien qu'on voudrait qu'il vous fît. Donc ça, c'est essentiel. Le deuxième, c'est le pardon des offenses. C'est-à-dire qu'on ne considère plus ce qui a été fait, c'est pas la haine, c'est la possibilité de partenariat. Et ça, c'est essentiel. Plus, enfin, celle-là, on l'oublie, c'est l'effacement des dettes indues, c'est-à-dire à l'époque des dettes de guerre. Aujourd'hui aussi, il faut effacer les dettes indues qui, dans ce système financier devenu délirant, s'accumulent en n'allant pas à la production réelle de biens et autre chose utile pour l'homme. Donc, il y a un mandat qui est celui-là. Et c'est de là qu'il faut partir pour juger qui est en accord avec ce mandat ou pas. Or, aujourd'hui, c'est à la fois national et international. Vous savez, le grand poète allemand Friedrich Schiller disait « Tout patriote est citoyen du monde et tout citoyen du monde doit être patriote ». Donc aujourd'hui, on est là. Et les élections européennes sont une plaisanterie, parce que de mauvais goût, est terrible, parce qu'à ce moment de l'histoire où il y a la guerre en Ukraine, la guerre au Proche et Moyen-Orient, où il y a une injustice terrible faite au Soudan ou en République populaire du Congo. À ce moment-là, de quoi va-t-on parler? De l'immigration? De quoi va-t-on parler? De l'équilibre du budget? C'est ridicule. Et il faut penser en termes de projets et de projets à long terme. Alors, les Chinois y pensent, c'est pas qu'il faut imiter les Chinois, mais ils nous donnent une leçon et nous-mêmes, nous devrions penser aussi dans cette direction. Et dans ces élections européennes, on voit les souverainistes qui devraient s'unir, ne parvenant pas à s'unir, parce que chacun pense avant à lui-même, avant à son parti, avant à l'Europe, et pense pas au sort de l'humanité aujourd'hui. Alors, dans un article publié dans Le Monde en 2012, il était écrit que vous souhaitiez coloniser la Lune et Mars et mettre Mars à notre portée grâce à la fusion thermonucléaire. Alors c'est intéressant, ça semble un peu anticipateur après, en tout cas avant les projets d'Elon Musk, SpaceX et la conquête spatiale chinoise. Est-ce que ça c'est un souhait que vous portez toujours dans votre programme? Alors, si vous voulez, c'est un souhait, mais qui est quelque part une nécessité, parce que l'homme, s'y pense, doit penser avec les yeux du futur. Et l'espace, c'est un futur pour l'homme. Je pense tout à fait comme Konstantin Tsiolkovsky, qui avait dit avec l'école cosmique russe la fin du 19e et début du 20e siècle, qui avait dit « La Terre est le berceau de l'humanité, mais l'homme n'est pas fait pour rester dans son berceau ». Donc voilà, c'est une vision de quelque chose d'autre qui oblige à être créateur. Si vous n'êtes pas créateur dans l'espace, vous mourrez. Donc il y a cette obligation. C'est une obligation qui est directement liée à ce qu'il faut faire sur Terre. Il faut qu'il y ait une piste de décollage pour l'espace. Elle doit être sociale, elle doit être politique, elle doit être dans une forme d'unité de l'humanité. Et ce n'est pas aller planter son drapeau sur Mars ou ailleurs qui est important, ça c'est ridicule, c'est de parvenir ensemble à avoir une vision de l'espace comme vision d'un monde où l'homme peut étendre son esprit. Il n'a pas étendu physiquement dans le passé. Pascal disait « le silence éternel des espaces infinis m'effraie ». Mais elle ajoutait ses propos de libertin, ses propos de ceux qui ne croient pas. Moi, j'ai accès à cela parce que je suis capable de le penser et je suis capable de le concevoir. Donc, c'est avec une confiance que je vois ma petitesse apparente, physique, parce qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est très drôle, parce que j'ai retrouvé la même idée chez Pierre-Joseph Proudhon et chez Féodor Dostoïevski. Donc, à une époque, on pensait dans ces termes-là. Et il faut faire repenser dans ces termes. Alors, ce qu'on m'a dit à l'époque, vous êtes obsessif de l'espace, ça ne représente rien. D'ailleurs, il y a un budget pour ça, il y a des gens qui s'en occupent, des gens sérieux. Ça n'a pas à être communiqué au peuple. Et moi, j'ai dit non, c'est quelque chose qui a à être communiqué au peuple pour qu'on en discute, pour qu'on voit au-delà d'un horizon de 2, 3 ou même beaucoup moins d'années. Il faut penser long, il faut penser loin. Et c'est pour cela que l'espace m'intéressait.
Il faut penser long aussi, évidemment, chez nous, de penser à une société où il y a plus d'égalité, plus de liberté, plus de fraternité, que c'est possible, et sortir de ce pessimisme. Or, vous avez ce pessimisme, particulièrement dans un pays où on devrait être optimiste à cause du meilleur de notre histoire, c'est la France, où, au lieu de penser au moment de ce que la France a pu apporter, on va fêter comme maintenant Dien Bien Phu, Cameron, ou même Waterloo, je ne sais quoi, on va avoir une sorte de délectation dans la défaite. Et comment vous expliquez ça? J'explique ça par la trahison des élites. Vous avez des élites qui, en France, aiment assez peu le peuple. Aimer le peuple, c'est pas de penser tel qu'il est, mais l'accepter tel qu'il est en le faisant devenir meilleur, puisqu'on a reçu les moyens de le faire, l'éducation. Et en France, il y avait ce niveau d'éducation apporté avant la Révolution française, à la Révolution française, et aussi, je dois dire, sur quelqu'un, d'habitude, qu'on attaque, qui était Guizot, qui a commencé dans les années 1830 avec une éducation dans le primaire. Puis ensuite, il y a eu la Troisième République, bien sûr, et cette éducation qui portait notre pays. Puis on a eu l'impression que cette éducation qui créait l'égalité des chances, on la trahissait. Et aujourd'hui, les enfants pensent qu'elle est trahie. Donc, à partir de ce moment-là, les gens deviennent pessimistes. Ils disent, ils font des lois, et lorsqu'elles ne conviennent pas, ils ne les respectent plus. Ils ne respectent plus leurs propres lois. Et ils sont hypocrites. On voit dans le monde la fameuse responsabilité de protéger qui a été évoquée par les Américains pour développer la démocratie. On sait très bien que ce n'est pas la démocratie, que ce n'est pas les intérêts du peuple américain, pas les intérêts même du gouvernement américain en tant que tel. C'est les intérêts d'une oligarchie financière qui est prédatrice par nature, qui essaye de s'emparer toujours. C'est une sorte... Il faut utiliser les mots avec beaucoup de prudence, mais c'est une sorte de Lebensraum financier, un espace vital financier vers lequel on va. Et c'est ce qui explique l'extension de l'OTAN, au-delà de ce qui avait été promis à Budapest en 91-92, qui était de rester au niveau des deux Allemagnes. Là, on pousse vers la frontière russe, on a provoqué les Russes, et voilà ce qui arrive, ce qu'on voit aujourd'hui. Et vous avez parlé du cosmisme russe dans votre conception de l'espace. Beaucoup considèrent le cosmisme russe comme l'ancêtre du transhumanisme. D'ailleurs, Elon Musk s'en inspire beaucoup. Qu'en pensez-vous? Je me méfie beaucoup d'Elon Musk. Il envoie dans l'espace une voiture qu'il a conçue, ça me semble un peu bizarre, avec une sorte de mannequin dessus. Elon Musk est un transgresseur. Il apparaît à la télévision en fumant un pétard, etc., etc. Ça me paraît pas très sérieux. Et ce qui me paraît plus inquiétant, c'est qu'il a mis son système Translink à la disposition de l'Ukraine pour combattre l'envahisseur, entre guillemets, russe. Et là, il y a une prise de position politique par le privé que Elon Musk continue à défendre. D'ailleurs, maintenant, il dit qu'il ne faut pas aller trop loin et il ne faut pas que les Ukrainiens aillent à l'intérieur du territoire russe, parce que ce serait trop dangereux. Donc voilà quelqu'un qui devient un démiurge. Et son tempérament, sa façon d'être est celle-là. Il y a beaucoup d'amis qui me disent « mais c'est formidable, Elon Musk, Jeff Bezos, ils sont déjà dans l'espace, ils sont déjà dans cette politique-là ». Oui, mais en extrapolant par rapport à la société d'aujourd'hui, en ne pensant pas qu'il faudra en changer profondément les termes politiquement. Alors, vous avez été très proche dans votre vie de Lyndon LaRouche. Vous le disiez d'ailleurs. Qui était-il et comment s'est faite votre rencontre avec lui exactement? Ma rencontre s'est faite, j'ai été attaché puis conseiller commercial de France à New York, où je ne voulais pas aller. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour voir ce qui s'y passe. Alors j'ai regardé partout ce qui s'y passait, et je voyais arriver des choses curieuses, une secte plus ou moins orientale tous les mois ou toutes les 2 semaines, toute une agitation faussement écologique, toute une vision du monde qu'on voyait apparaître d'un côté ultra-libéral, de l'autre côté ultra-libératrice de l'individu, liberté sexuelle, liberté de toutes sortes, une liberté qui n'était pas attachée réellement à ce qui fait d'un être humain un être humain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, des amis m'ont amené à une conférence que donnait Lyndon LaRouche, en disant c'est un homme intéressant. Donc, il avait écrit quelque chose qui s'appelait l'économie dialectique, qui était une remise en cause du marxisme de l'intérieur. Alors, je le vois, tout ce qu'il disait, moi, notamment, il attaquait l'Empire britannique, ce qui à l'époque m'apparaissait comme une sorte d'aberration, puisque l'Empire britannique me paraissait avoir disparu. Mais il parlait de telle façon que ce qu'il disait
était passionnant parce qu'il le croyait vraiment. Moi, j'ai vu beaucoup d'orateurs qui sont faux, beaucoup qui sont des sortes d'acteurs faux et préparés à vendre un narratif. Là, il y avait autre chose. Donc, ça m'a intéressé. J'ai fouillé ce que ça représentait. J'ai même compris ce qu'il entendait par Empire britannique, c'est-à-dire une façon de penser qui est celle de Hobbes, il faut un Léviathan, ou celle de Locke, il faut la propriété avant tout. Et ça, c'est resté et c'est rentré aux États-Unis. La révolution ou l'indépendance américaine ont été faites contre ce système. Et puis ce système est revenu peu à peu, il y est rentré, et il a abouti à des horreurs, comme le massacre des Indiens. Et Larouche a insisté beaucoup sur cet aspect de la vallée de larmes imposée au peuple cherokee, par exemple, qui voulait se moderniser, qui voulait rentrer dans l'histoire. Donc, il y a quelque chose qui apparaissait déjà à cette époque-là, pour moi, dans cette société américaine, qui n'allait pas. Et ça, c'était en quelles années, à peu près? Là, on est en 1974. Et c'était intéressant parce que je vois Larouche dire le 15 août 1971, c'est une date déterminante. Bretton Woods, c'était pas parfait, mais on le rejette et c'est le Far West financier. Mais il disait beaucoup plus et c'est ça qui m'intéressait le plus. Il disait voilà, il y a d'un côté, dans le domaine économique, la dérive vers la finance, sans limite, et une économie qui deviendra de plus en plus virtuelle, attachée simplement pas à la planche à billets, ça n'existe plus, mais à des impulsions électroniques pour faire de l'argent avec de l'argent et sans tenir compte des biens physiques qui lui sont attachés. Ça a été toute la spéculation sur les produits dérivés, qui à l'origine était une assurance, et c'est devenu une assurance sur quelque chose qu'on revendait, et ça devenait un cercle spéculatif qui permettait de multiplier par 10 ou par 20 ou par 30 l'investissement. Donc il y avait ça. Et il disait ça, si on attaque ça, on est d'extrême gauche, ou de gauche, très à gauche. Mais en même temps, il dit se met en place un ordre dans le domaine de la culture, qui est une sous-culture, une contre-culture, qui est fondée sur les libertés à tout ce qu'auparavant on appelait licence, c'est-à-dire la tolérance vis-à-vis des drogues, le sexe marchandise et je dirais aussi ce qu'il appelait le rock'n'roll. Moi, j'appellerais une musique bruit. Le rock'n'roll est déjà beaucoup plus évolué que ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, tout ça, si on l'attaque, on est d'extrême droite ou de droite, à l'époque. Hein. Il disait, et là, on se trompe. Les deux choses avancent dans le même sens, qu'on commence à réaliser aujourd'hui. Elles avancent dans le même sens. Une, dans le domaine de ce qu'est l'être humain dans sa façon d'être et de penser, et d'autres, ce qu'est l'économie dans sa façon de produire des choses à partir de sa pensée. Et là, c'est quelque chose de destructeur. Et il avait violemment attaqué, notamment, à juste titre, quelqu'un qui a eu une très mauvaise influence dans ces années-là, qui est Tony Blair. Donc on a vu qu'il était depuis quelqu'un qui fait des millions, des milliards, non pas encore des milliards, mais des millions. Donc, et aussi, toute cette oligarchie implantée aux États-Unis, et qui a trouvé son expression la plus intelligente dans quelqu'un qui n'en venait pas, mais qui a tout fait pour en être adopté, qui était Henry Kissinger. Est-ce qu'il y a des thématiques, des domaines sur lesquels vous vous distanciez de Lyndon LaRouche ? Parce que j'ai l'impression que ce qu'on entend un petit peu dans les critiques qui vous concernent, c'est vous acceptez toutes les thématiques de Lyndon LaRouche. C'est des gens qui ne connaissent pas les thématiques de Lyndon LaRouche qui d'habitude le disent, d'abord. Ensuite, la façon dont Lyndon LaRouche a été traité de tous les noms, extrême gauche, extrême droite, il a fait 5 ans de prison avec des accusations qui ont été jugées, en particulier par Ramsey Clark. Il a été condamné pour fraude et association de malfaiteurs, notamment. Hein. C'est ça. Ouais. Alors que c'était la vente de publications, et on a mis en faillite ces publications. Il n'a pas pu se défendre, c'est la faillite, on ne pouvait plus ouvrir le projet. Et à ce moment-là, on a dit, ces publications ont été vendues, et il n'était même pas le directeur de ces publications. On a dit, vous l'étiez par l'autorité. Justement, ce qu'on est en train de dire sur Lyndon LaRouche et moi, vous l'étiez par autorité, donc c'est vous le coupable. Alors oui, même en France, on m'a fait des procès en disant « Vous êtes comme Lyndon LaRouche, vous trompez le monde, imitez de là-bas ». Moi, j'ai tout le dossier, ici, je pouvais le montrer, du FBI, disant « Il faut faire attention à cet homme », et il l'envoie
leur représentant à Bonn, à l'époque c'était Bonn, hein, c'est avant 2000, c'est à Bonn, à Paris et à Rome. Et ils disent à Paris surtout, occupez-vous de cet homme, il est dangereux. En disant en même temps, il n'y a aucune preuve qu'il ait fait des actions ou qu'il ait commis des délits contraires à l'intérêt américain. Mais il est dangereux et il faut s'en prendre à lui. Donc c'est intéressant par rapport à la façon dont on peut voir les relations entre Lieutenant de la Rouche et moi et l'intérêt qu'on a pu avoir à dire c'est l'homme de la Rouche pour pouvoir me matraquer en France. Et on l'a vu à travers les 3 élections présidentielles, notamment la première en 1995. J'étais un voyou, un n'importe quoi, je venais nulle part, je ne faisais pas partie du système, et mon compte de campagne en 1995 a été rejeté dans des conditions absolument scandaleuses. On a demandé à Roland Dumas, qui était président du Conseil constitutionnel, quand mon compte de campagne a été rejeté, en 2010, on lui a demandé, c'était Guillaume Durand et le journaliste de l'Express, qui lui ont demandé pourquoi vous n'avez pas rejeté le compte d'Édouard Balladur. Alors il a dit on ne pouvait pas savoir. Alors les autres disent oui, mais il y avait toute une série de faits, les versements en cash, les maillots j'aime Édouard, tout ça, ça ne pouvait pas marcher. Non, il dit c'est vrai, mais on ne pouvait pas rejeter Balladur parce qu'on ne pouvait pas rejeter Chirac. Alors il dit mais pourquoi ? Parce qu'il fallait sauver la République, dit Roland Dumas. Si on rejetait Chirac, le président élu aurait été terni par cette accusation. Donc vous ne pouvez pas. Alors à ce moment-là, le journaliste de l'Express interroge Roland Dumas et lui demande mais Cheminade, pourquoi vous l'avez rejeté ? Alors il dit vous savez, Cheminade ne savait pas y faire, il était pas très habile, tandis que Chirac et Balladur l'étaient. Donc la justice devenait une question d'être habile ou pas être habile. Et c'était avoué. Ça n'a choqué personne en France. J'en ai parlé à plusieurs reprises, et on considère ça presque comme normal. C'est-à-dire c'est une disparition de la vérité au bénéfice, je dirais, de la sensation, de ce qu'on éprouve, de la perception. Et vous direz que ça, c'est quelque chose qui s'est aggravé depuis ? Alors, je dirais que oui et non. Oui, au niveau des gens en place, qui opèrent toujours de cette façon, et même en pire. Et on le voit par un président de la République qui est, disons, quelque part dans son rôle, en étant un acteur vendant des narratifs et ne traitant pas la réalité. Et je dirais non, parce qu'il y a une révolte à l'intérieur de la France de gens qui commencent à se dire c'est intéressant ce qui se passe, c'est très dangereux. Pourquoi ? Et ils ne savent pas très bien pourquoi, mais ils disent, comme vous le disiez tout à l'heure à propos des élections européennes, les élections n'ont plus de sens. Et ils votent aux élections européennes pour des raisons essentiellement nationales, pas internationales. Le discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, qui était un excellent discours d'énarque, mais rien n'était en accord avec la réalité. C'était un discours qui annonçait en réalité une soumission à 2 choses. D'abord, la soumission à la position occidentale dans la guerre en Ukraine, et surtout, plus grave, le Sky Shield Initiative allemand, qui conjugue 3 niveaux de défense, et dans lequel la Suisse, d'ailleurs, a donné son accord de principe pour entrer, mais ce n'est pas encore légal. Mais c'est un système avec 3 niveaux de protection, et je peux ici vous les mentionner avec plus de précision. Le premier niveau est allemand, hein. Ça s'appelle l'Iris-T allemand. Le deuxième niveau, c'est les Patriotes, pour altitude, hein. En bas, c'est Iris-T allemand, puis c'est les Patriotes américains, et en haut, c'est le système israélien, qui est l'Arrow 3. Donc, on crée un système qui nie complètement l'indépendance de la France. Il n'y a aucun, d'ailleurs, produit européen parmi ceux-là, d'abord, sauf l'allemand, en première couche, inférieure. Et il n'y a aucun autre système européen, et l'indépendance nationale de la France, qui est assurée par sa force de frappe indépendante, là, se trouve annihilée. Elle n'a plus d'objet. Donc, tous ces pays-là sont sous le parapluie européen. Alors, vous me posez la question sur la Rouche.
Alors, c'est intéressant parce que Larouche est inspiré avant, à mon sens, de l'être par la politique, par la poésie et la musique. Et ce qui l'inspire, c'est la création dans la poésie et la musique. Et il va élaborer une conception de l'économie qui est une conception de l'économie fondée sur le développement des pouvoirs créateurs de l'être humain, exprimée par une augmentation de la production par être humain, par unité de surface et par aussi par être humain, par unité de surface. C'est ce qu'il appelle et par l'économie physique. matière apportée. C'est ce qu'il appelle l'économie physique. C'est ce qu'il appelle l'économie physique. Et derrière cette économie physique, à quoi permet-elle d'aboutir? Ce qui définit l'histoire humaine, hein, par le potentiel de densité démographique relatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une société est capable de produire pour elle-même, pour maintenir son niveau, mais elle doit faire beaucoup plus. Elle doit permettre aux générations futures d'avoir accès à plus pour pouvoir se développer, et à bien plus pour pouvoir se développer dans les meilleures conditions. Donc, cette capacité démographique est liée à ce que l'être humain est capable de développer. Alors, ça va tout à fait contraire à une vision négative de l'écologie. Mais ce que Larouche... C'est-à-dire de l'écologie, vision négative de l'écologie, disons que l'être humain est un prédateur qui détruit la nature et que c'est très dangereux et que c'est terrible et qu'il faut une transition écologique avec le retour aux éoliennes et le retour au solaire, qui est une forme de capturer l'énergie physique et pas la création par l'homme de moyens de développer cette technologie, comme c'est le cas dans le nucléaire. Alors aujourd'hui, on est en train de revenir. Voilà des gens qui étaient anti-nucléaires qui disent c'est très bien parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne veulent pas vivre dans le froid ou dans le besoin. Mais ce n'est pas de bonnes raisons. La bonne raison, c'est de croire aux capacités créatrices de l'être humain et à son moyen de contrôler cet univers. Ce qui suppose une éducation des pouvoirs créateurs et un nucléaire qui soit citoyen, où tout le monde puisse y mettre le nez, pas qu'on défende comme le font les nucléocrates. Et ça suppose une société où on croit à la science et où on enseigne la science aux enfants. Or, aujourd'hui, à mon avis, il y a 2 drames dans le monde essentiels. Et c'est là où Larouche ne les avait pas identifiés parce qu'ils n'étaient pas, à ce moment-là, vivants, ou parce qu'il ne les avait pas identifiés, je ne sais pas. C'est d'abord tout ce qui est la société des écrans, qui aujourd'hui s'impose. Où, quand on disait, il y a encore 20 ans, 10 ans même, et même 5 ans, que c'était très dangereux de laisser les enfants avec plusieurs heures par jour devant les écrans. Aujourd'hui, en France, c'est à peu près 7 heures, alors que par jour, il y a 19 minutes à peu près de lecture. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est une fascination. Et on l'a peu à peu, tout le monde l'a reconnu. Mais il ne voit pas quelle autre société on peut faire. Quand on n'aime pas quelque chose et qu'on le refuse, ou qu'on juge que cette chose apporte des aspects négatifs, la critiquer, c'est bien, mais ça n'a pas de sens si on ne prévoit pas et si on ne développe pas une capacité de faire quelque chose de meilleur, à mon sens. Et alors justement, Lyndon Larouche, concrètement, qu'est-ce qu'il proposait ? Alors il y a cette grande idée, effectivement, mais concrètement, comment ça se... Concrètement, ce qu'il proposait, c'est, par exemple, améliorer le niveau de l'enseignement. Et l'améliorer en leur rendant un enseignement scientifique à la portée de tout le monde, avec des moyens qui permettent aux gens des couches sociales les plus défavorisées de le comprendre. Et il disait qu'il faut s'attaquer à cette oligarchie financière en proposant une nouvelle architecture internationale basée sur une monnaie qui ne soit plus liée à des critères de puissance, mais qui soient liés à la production de biens physiques réels. C'est là l'économie physique. Et l'autre chose que je dirais, qui est apparue depuis et qui est devenue beaucoup plus grave, c'est, je pense, l'acceptation par de plus en plus d'individus d'une société où on ne voit pas le futur. À mon avis, une des choses les plus graves dans le monde, c'est le taux de fécondité ou la capacité pour les femmes de faire des enfants, qui est partout descendu depuis 2,1. Le taux de reproduction est même beaucoup plus bas. En Corée du Sud, qui est pourtant un pays qui, soi-disant, a bien réussi, on est à 0,78. Donc en France, ça baisse partout, sauf en Afrique.
Alors on dit oui, mais ils vont nous envahir. Et là, c'est parfaitement idiot, parce que si l'Afrique a un atout, c'est une population jeune, mais il faut la former et il faut la développer. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de problème d'émigration. Il y aura des problèmes de gens qui viennent d'Afrique pour se former chez nous, et qu'il faudra former. Mais il y aura aussi un développement en Afrique qui fera que les gens aient envie d'y rester. D'ailleurs, de plus, ils ont aujourd'hui plus envie de rester qu'on y croit, parce que les migrations à l'intérieur de l'Afrique, c'est 80% de migration totale par rapport aux gens d'Afrique qui viennent en Europe ou ailleurs. Donc il faut penser ces questions-là de façon de haut. Et je pense que dans ce domaine-là, il y a tout un rapport à la littérature et à la création. Alors on avait discuté avec Larouche, qui était hostile au départ à ce que pouvait représenter De Gaulle, parce que plusieurs gens lui avaient dit c'est un fasciste, comme Roosevelt, on l'avait aussi porté à ça. Et moi j'ai défendu ce qu'était De Gaulle comme quelqu'un qui était un homme fort, autoritaire, certes, mais qui permettait en réalité plus de développement des pouvoirs créateurs des gens qu'aujourd'hui. Ce qu'on avait à cette époque-là, résumons-le, c'est un homme fort développant une population jeune, avec des jeunes, quitte à avoir la révolte des jeunes en 68, alors qu'aujourd'hui, on a un président de la République jeune dans une société en voie de vieillissement. Donc c'est intéressant de juger l'histoire de cette point de vue-là. Et là, ce que j'ai apporté, c'est une vision de l'histoire, je pense, pour la France, de ce point de vue-là, de penser comment il y a eu en France un mouvement qui a été celui de Carnot, de l'abbé Grégoire, de Monge, dans la Révolution française, qui étaient ceux qui ont amené cette idée de création et de développement des pouvoirs créateurs, y compris Olympe de Gouges pour la femme. Donc il y avait ce mouvement-là, ou dans une certaine mesure, Condorcet. Donc il y a ce mouvement-là dans la Révolution française qui est le plus important et qui a marqué l'histoire et qui était en rapport avec ce qu'il y avait de créateur dans l'Académie des sciences de Colbert et en particulier de ce que représentaient les philosophes dans cette Académie des sciences, dont Leibniz. Donc il y a ce rôle, ce courant dans l'histoire qui aujourd'hui nous amène à repenser cette idée de droite et de gauche sans exclure l'analyse de la lutte des classes, mais sans lui donner l'élément essentiel. Et de ce point de vue, je pense que sur Marx, c'était un dialogue avec Larouche que j'ai trouvé des choses qui sont très intéressantes sur Marx, notamment lorsqu'il dit que le travail à peau blanche ne sera jamais libre tant que le travail à peau noire sera moqué et dominé. Alors effectivement, Lyndon LaRouche a été régulièrement présenté, ou disons pas discriminé, mais en tout cas discrédité dans la presse occidentale. Donc vous avez dit, il a été condamné, mais il a aussi été traité d'antisémite, d'homophobe, notamment quand il parlait des personnes qui avaient le VIH, climato-sceptique, technofasciste. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ces qualificatifs finalement Est-ce qu'il y a une réalité? D'abord, ce sont des gens qui ne l'ont pas lu et qui n'ont pas lu les textes essentiels qu'il a écrits. Ensuite, ce sont des gens qui ont essayé constamment de le provoquer. Et enfin, ce sont des gens pour qui il fallait à tout prix, avec Larouche, faire un narratif qui le discréditerait. Parce qu'il représentait des choses, il les représente encore aujourd'hui, qui étaient extrêmement populaires dans l'histoire américaine. Et avec les éléments de l'histoire qu'il faut connaître. C'est-à-dire que la plupart des Français qui étaient aux États-Unis, au moment où moi j'y étais, 80% étaient pro-américains pour toutes les mauvaises raisons du monde, et 20% étaient anti-américains pour toutes les mauvaises raisons du monde. Alors ce que je crois que j'ai pu faire, c'est une réflexion à travers, en particulier, de tous ceux qui ont écrit sur cette histoire, depuis les pères fondateurs jusqu'à un Hofstadter, le style paranoïaque dans la politique américaine. On a voulu assimiler Larouche à ça, et ça n'allait pas du tout, parce que qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez une passion? Quelles idées ça sous-tend? Quelqu'un qui fait des accusations politiques, vous regardez si elles sont fausses ou si elles sont vraies. Est-ce que moi je dis par rapport à tout cela, dont on parle tellement du complotisme, qu'il y a deux types d'imbéciles, c'est celui qui voit des complots partout et qui dit que c'est force obscure, celui-là est un imbécile, ou celui qui a dit il n'y a jamais eu de complot, il faut voir ceux qui accusent certaines forces comme des individus qu'il faut éliminer. Donc on est dans l'absurde, on n'est plus dans le domaine des idées.
Et pour moi, les idées, c'est ce qui est absolument fondamental dans l'histoire. De Gaulle parlait d'une certaine idée de la France. Je crois qu'il faut aller plus loin. C'est une idée qui est le principe même de l'existence de l'être humain. L'être humain, c'est un être d'idées qui est capable de transformer son environnement. Il doit transformer pour le bien ou pour le mal. Ça, il peut le faire pour le mal. Mais il ne faut pas dire qu'il faut le transformer le moins possible. D'ailleurs, c'est intéressant de voir même dans le mouvement écologique des gens qui vous disent la transition écologique, le remplacement de ce qui est par l'éolien ou par le solaire, ça ne marche pas. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de l'énergie? Ça s'empile. Et on ne supprime pas d'un coup le charbon lorsqu'on fait le pétrole ou l'électricité. Ça reste. Et il y a cet empilement qu'il faut maîtriser. Et l'idée, c'est de le maîtriser. Alors, à quoi on croit? On croit que l'être humain est capable de le maîtriser ou non? Pour moi, il a l'impératif de le maîtriser. Mais il faut qu'il le développe pour aller plus loin et voir plus loin. C'est cette histoire de l'espace, c'est dans ce domaine que ça s'inscrit. En respectant évidemment la nature et la biosphère. Et... Là, les Chinois ont une meilleure idée que nous, parce que eux voient l'homme et la nature comme quelque chose dans symbiose, quelque part. Et ils le voient de cette façon. La séparation ne s'est faite, je pense, que dans la caricature de la Révolution qu'a été le 19e siècle, où on a séparé l'homme et la nature, et l'homme et la femme aussi. Il n'y a jamais eu... moi, je crois que le seul progrès qu'on a été fait, le vrai, depuis la guerre de 1945, c'est que le rôle des femmes a été reconnu. Alors, reconnu, pas encore comme il faudrait, pas encore comme des êtres avec des idées qui sont égales de tous et de chacun. Non. C'est surtout... C'est frappant de voir des gens qui défendent les femmes et on les voit représentées sur des affiches pratiquement par les mêmes, dans des tenues qui ne sont pas des tenues qui respectent la femme comme étant une idée. On voit même les hommes représentés comme ça aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est passer à un monde où l'idée est essentielle et cette idée, ce n'est pas idéaliste. Elle est respectueuse des contraintes qu'il faut surmonter. Et je pense que un penseur comme Lévinas en France a tout à fait raison en disant la liberté, c'est difficile. Et ça demande de se mettre à la place constamment de l'autre et du visage de l'autre. Et ce respect du visage de l'autre, c'est ce qui constitue quelque part la véritable définition de la République. En parlant d'idées, que pensez-vous de l'idée d'Europe aujourd'hui, notamment dans le cadre des élections européennes finalement? Qu'est-ce que l'Europe ? Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Alors, l'Europe est devenue un marché. Elle était conçue comme telle. Et elle était conçue comme telle, c'est curieux, par un président de la commission, c'était la commission des communautés européennes à l'époque, qui s'appelait Hallstein, qui lui-même avait un passé un peu lourd. Donc, il s'est réfugié, lorsqu'il était aux États-Unis, dans une conception où l'Europe allait se faire sur le parapluie américain. Et c'est ce qu'il a défendu au sein de l'Union européenne et ce qu'il opposait à De Gaulle, qui voulait faire de l'Europe quelque chose d'original. Et aujourd'hui, il y a les gens qui disent, voilà, l'Europe, c'est très bien, comme Macron, il faut la perfectionner, il faut y rester. C'est une Europe de l'euro, c'est une Europe fondée sur la monnaie, sur le commerce. C'est pas une Europe fondée sur autre chose que la protection de cette monnaie et de ce commerce, passe maintenant ce qu'on appelle le réarmement, une défense commune. Alors, pour moi, l'Europe, c'est tout à fait autre chose. C'est justement une idée. Et cette idée, dans l'histoire, elle s'exprime par toutes les créations qu'ont fait les peuples européens. Et c'est de là qu'il faut repartir. De Gaulle avait eu une certaine idée sur ça, qui était le plan Fouché, où ce qui importe, c'est les projets qu'on fait en commun, qu'entre États, on fait en commun. Alors, si tout le monde est d'accord, il n'y avait que 6 pays, maintenant il y en a 27, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça qu'on est dans quelque chose qui est devenu dominé par une bureaucratie elle-même sert aux intérêts de l'oligarchie financière. Mais si on pense à ce que peuvent faire ensemble des pays, c'est faire un projet ensemble. À ce moment-là, on fait ensemble et on fait des délégations de souveraineté pour ce projet. Ou alors, il y a quelques-uns qui veulent le faire, d'autres non. Alors, on pense qu'ils peuvent accepter que les autres le fassent, les autres le font, d'autres non. Et puis, s'il y a un pays qui dit non, c'est tout à fait contraire à mes intérêts, on ne le fait pas. Alors, peu à peu, on voit cela apparaître en Europe sous une forme fausse et hypocrite.
c'est Orban s'opposant au projet européen, par exemple. Et vous avez noté que Xi Jinping joue sur ça. Il passe 2 jours en France, aujourd'hui et demain, mais 3 jours en Hongrie. Donc, il y a cette incapacité de l'Europe à s'organiser, sauf avec une bureaucratie d'empire qui est la bureaucratie de Bruxelles, avec l'euro et avec décaparer une question, certaines bizarreries, comme celle d'Ursula von der Leyen avec Pfizer. Alors, que pensez-vous de ça, de cette affaire des SMS entre Ursula von der Leyen et Il y en a deux, c'est tout à faux. Tout d'abord avec la complicité des États, hein, il faut le dire. Elle s'arroge un pouvoir sur le médicament sur cette région pendant la Covid et à l'occasion de la Covid pour prendre des décisions qu'elle n'a pas. Elle n'est pas compétente pour prendre ces décisions. Alors, elle ne les a que de la faiblesse des États qui lui laissent en disant on va payer moins cher parce qu'on commandera tout en masse. On a vu l'affaire qu'a eu Pfizer et tous les bénéfices qu'en a tiré Pfizer dans des conditions où, à partir d'un certain moment, on s'est vu qu'on avait trop commandé, que tout cela n'était pas organisé. Bref, c'était même pas fait de façon compétente. Et puis, il y a eu les SMS. Alors, c'est Berland, le Belge, qui a fait une requête auprès d'abord de la Cour de première instance à Liège, puis de la Cour de justice de l'Union européenne. Il a fait ces 2 instances et le sujet est sur la table. On dit même qu'il soit sur la table gênera la réélection de von der Leyen à l'élection qui aura lieu après le 9 juin. Donc, on est dans ces circonstances-là et on voit la lutte intérieure de ces gens-là. On voit Thierry Breton s'en prendre à von der Leyen, d'autres aller avec lui, d'autres non. Et on a l'impression d'une cage dans laquelle des animaux qui ont été réunis se battent entre eux. Je m'excuse pour la métaphore, mais c'est l'impression que ça donne. Au lieu d'une chorale de gens qui chanteraient ensemble pour faire quelque chose de beau et de juste. Est-ce que cette affaire des SMS n'incarne pas non plus le poids des lobbies, finalement, au sein de l'Union européenne ? Oui, alors là, puisque vous m'avez posé la question, j'ai rassemblé le nombre exact qui a été repéré, ou comme ils disent, évalué par l'Union européenne elle-même. C'est 12 489 organisations et 49 059, excusez-moi de la précision qui ne veut rien dire, mais c'est l'Union européenne, c'est les chiffres de l'Union européenne, personne, être humain. Donc c'est énorme. Qui œuvrent dans l'industrie du lobbying. Voilà. Et qui, là-bas, à Bruxelles, écrivent des textes que les fonctionnaires de la Commission reprennent, les commissaires les reprennent, ça devient une directive, et cette directive va dans les pays membres et est transposée. Et parfois en France, notamment dans le domaine agricole, ce qui a produit en grande partie la crise, elle est transposée avec excès. Moi, j'ai eu des exemples, notamment c'est dans la région, dans l'Aube, où, avec excès, le préfet demandait à ce qu'il y avait une pente. Dans la pente, il y avait au milieu de la pente comme un fossé. Et le préfet a dit c'est un ruisseau, donc il faut appliquer les règles concernant l'entourage d'un ruisseau. Et les agriculteurs du coin ont appelé le responsable de l'Union européenne qui a dit non, votre préfet a fait du zèle. Donc même là, on trouve ces choses curieuses. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la police française pendant l'occupation qui faisait du zèle par rapport à l'occupant nazi. Vous avez d'ailleurs parlé... C'est un excès de le dire comme ça, mais c'est la même disposition d'esprit. Vous avez d'ailleurs parlé de bureaucratie d'empire, donc d'une certaine manière, en parlant de l'Union européenne. Alors un empire, c'est quelque chose qui fait passer la finance et le commerce avant la souveraineté des individus humains ou des nations. Et ça, c'est ce qu'est devenu l'Union européenne elle-même. C'est un grand marché. Alors on dit qu'il faut qu'elle soit autre chose. Mais dès qu'on pense à autre chose, on pense à une armée. Et là, ça devient encore pire, parce que les empires, et on peut citer l'Empire romain, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, ont leur propre type de mercenaires. Donc voilà, l'Union européenne, elle en est là. Et c'est parfois difficile à la France, un pays comme la France, de résister, parce qu'il est dans l'obsession de Napoléon. Et
et la conception qu'avait Napoléon de l'Empire contre la conception qu'a l'Union européenne aujourd'hui, il y a un dénominateur commun, c'est 2 empires. Donc il faut penser en termes de république, et vraiment de république. Et je pense qu'il est exemplaire qu'un pays comme la Suisse ait réussi avec autant de cantons, parlant, allez, soyons gentils, au moins 3 langues, mais sans doute beaucoup plus. 4 ou 5. Officiellement même. 4. 4 officiellement. 3 les plus nombreuses, mais aussi la 4e, et probablement une 5e, et soit réussi à une unité dans la diversité. Et ça, c'est la République, c'est l'unité dans la diversité, et ça devrait être la même chose dans les affaires internationales. Pourtant, la Suisse est une fédération, pas une république. C'est une fédération république, parce que les citoyens ont leur mot à dire. Moi, je l'appelle comme ça. Oui, c'est une fédération, bien sûr, c'est un État fédéral. Mais, si vous voulez, c'est un peu dans ce sens que des penseurs du 19e siècle l'identifiaient comme modèle. Alors, on associe souvent l'Union européenne aux États-Unis aujourd'hui. On parle d'influence américaine en Europe. Concrètement, pour vous, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Oui, parce que la plupart des pays, lorsque l'Union européenne s'est constituée, ont voulu le parapluie nucléaire américain. Alors, ce que disait De Gaulle, c'est que la France va avoir son propre parapluie nucléaire, et il s'en est doté. Ce qui a donné à la France une indépendance. La France est le seul pays, pratiquement d'Europe occidentale, où il n'y a pas de base américaine ou d'intérêt américain ou de soldats américains. Si, il y a l'ambassade, bien sûr, c'est un intérêt américain, c'est normal. Mais il n'y a pas d'intérêt militarisé américain sur le territoire français. Ça devrait donner à la France une très grande indépendance dans les circonstances actuelles. Et elle ne prend pas ce défi. Alors qu'au sein de l'Union européenne, la France est aujourd'hui le seul pays, puisque le Royaume-Uni est en dehors, présent au Conseil de sécurité de l'ONU. La France, donc c'est le seul pays à ne pas avoir de base américaine, et la France a une force de frappe indépendante. Ceci dit, aujourd'hui, on prétend que c'est avec la peur que Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, on est en train de dire qu'il faudra rendre la France plus, disons, flexible au sein de l'Union européenne, peut-être partager au Conseil de sécurité notre place avec l'Allemagne, peut-être la donner à l'Union européenne, peut-être accepter, ça on est prêt à le faire, le parapluie, le bouclier proposé par l'Allemagne, le bouclier européen proposé par l'Allemagne, etc., etc. Donc il y a une dissolution de la France en tant qu'inspiratrice. Je parlerai dans ce sens même pas d'État, c'est d'inspiration. Et Macron en donne une espèce de caricature. Moi, je regarde de très près son discours à la Sorbonne, et ça apparaît terriblement formel. C'est 1h30 de formalisme. C'est pas 1h30 de choses vécues à la fois dans l'émotion créatrice et dans sa maîtrise. C'est pas ça. D'ailleurs, durant ce discours, il a dit que l'Europe pouvait mourir. Actuellement, il dit l'Europe est un instant. Voilà, exactement. Alors, c'est curieux parce qu'il a dit l'OTAN est un état de mort cérébrale. Maintenant, il dit que l'Europe est mortelle. Et dans les deux cas, il veut aller vers ces deux choses-là, en éventuellement les renouvelant. Donc, c'est assez curieux de voir quelqu'un se diriger devant ce qu'il a appelé auparavant des morts vivants. Donc, c'est même gênant. C'est gênant parce qu'il n'a pas la vision d'aller vers une autre matrice. Il s'insère dans un système donné qu'il essaye d'étendre le plus possible au lieu de penser en termes de quelque chose qui soit de notre ordre et de notre nature. Et c'est là le problème que je vois aujourd'hui. Alors d'un autre côté, il y a les partis souverainistes qui, eux, ne s'unissent pas, se disputent pour savoir qui a inventé le mot Frexit, ce qui est ridicule, moi, j'aime pas beaucoup. Bon, il y en a même qui appellent ça sortir de Bruxelles, c'est du bon oignon, le Bruxit. Donc on se dispute autour de mots. On pense que la France peut être derrière une ligne Maginot, et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas de la façon dont moi je pense. Je pense que l'Union européenne, l'OTAN et l'OTAN doivent être dissoutes et que ça se produira un jour par la force des choses. Mais pour autre chose, pour arriver à autre chose, qui sera quelque chose qui répondra à une mission universelle par rapport à ce qui est en train d'arriver dans le Sud global, où les gens
réclament leur souveraineté, sans uniformisation, sans toujours savoir ce que c'est, mais par une force très grande qui est en train de faire basculer le monde. Et l'Europe, si elle avait un sens, devrait lutter contre l'oligarchie financière et devrait avoir une proposition à faire pour, je dirais, cette nouvelle architecture internationale. Elle ne le fait pas. On parle d'abord de questions qui seraient presque de l'ordre de traitement de ministre, même pas de Premier ministre et surtout pas de président. On parle de questions qui sont des questions aussi propres à un territoire et purement à un territoire, et qui ne vont pas dans le domaine, je dirais, de la réalité du monde dans lequel on rentre aujourd'hui. Et c'est cette réalité qui est un choix, où on reste dans ce monde financier, dans ce monde de la spéculation insensée, qui nécessairement soit s'effondrera, soit virera à une puissance militaire agressive et ira beaucoup plus loin que l'OTAN n'est allée aujourd'hui, soit on passe à un autre ordre de choses. Et c'est très intéressant de voir en Chine des penseurs comme Wang Huning, par exemple, qui est un proche de Xi Jinping, qui pensent en des termes de la souveraineté inspirés par des auteurs français. Jacques Maritain, par exemple, ou alors Le Sillon de Marc Sangnier, et surtout, même surtout, de Jean Bodin. Et il pense en des termes de Jean Bodin, et Jean Bodin, c'est très intéressant, parce que tout le monde connaît Une richesse que d'hommes, mais il y a beaucoup plus. Un bon chef d'État doit être comme un compositeur de belle musique. Il doit faire l'harmonie des dissonances. Et nous défendons, et nous apportons ce supplément avec Mme Helga Sepp-Larouche, qui préside l'Institut Schiller International, ce que le penseur de la Renaissance, Nicolas de Cuse, appelait la coïncidence des opposés. C'est-à-dire que la concordance, coincidentia oppositorum. C'est-à-dire, ça veut dire qu'à un certain moment, une question qui ne peut pas être résolue à certains niveaux, il faut passer à un niveau supérieur pour pouvoir y trouver une réponse. Et là, on revient à l'Europe. Comment Einstein disait, lui, qu'on ne peut jamais trouver une solution à un problème dans les termes où ce problème s'est posé. Donc il y a une intuition créatrice qui doit aller plus loin que l'induction, que la déduction, que l'extrapolation, et qui doit être une façon de faire un rapport nouveau. Et ce rapport nouveau, c'est curieux que Bodin utilise la métaphore de la musique comme Confucius. Confucius aussi, c'est une métaphore. Je pourrais donner une citation, si elle vous... Allez-y. Je vais la chercher parce que je ne l'ai pas ici immédiatement. C'est sur le Confucius qui rencontre le maître de Lu. Et il dit, Confucius au grand maître de musique de Lu, on peut définir certaines règles de musique. Au départ, tous les instruments jouent à l'unisson, puis chacun d'eux se dégage dans toute sa pureté, et ceci en un accord parfait avec les autres, soutenu jusqu'à la fin. Donc, la politique, c'est pareil. Si on arrive à cela, on arrive à constituer quelque chose dans lequel l'inclusivité sera supérieure à l'exclusivisme. L'exclusivisme, c'est hélas ce qu'est devenu les États-Unis, qui n'étaient pas comme ça au départ, et qui, dans leurs sources profondes, ne sont pas comme ça. Mais ils sont dans l'exclusivisme, l'hégémonie, la responsabilité de protéger leurs intérêts, l'extension de leurs opérations. C'est anglo-américain, hein, c'est quelque chose conçu par la façon de penser, la façon d'être de l'impérialisme anglais qui a été transmis aux États-Unis. Nous avons aussi pris une partie de cela en France, mais on doit en échapper. Et notre mission, en tant que mouvement politique, c'est d'essayer d'inspirer qu'on puisse en échapper et qu'on pense au-delà dans une mission universelle de la France. De Gaulle, lorsqu'il était, c'est très intéressant, que lorsqu'il était à Alger, j'ai retrouvé un discours quand il était à Alger en 1900, je crois que c'est en 42 ou 43. C'est un discours pour l'Alliance française. Et il disait, d'un côté, je pense, et il cite Elia Ehrenburg, qui est l'intellectuel communiste russe, il dit que la France manque au monde. Lui le dit, moi je pense aussi. Mais il faut que la France, si elle veut réapparaître, change. C'est une idée qui change dans l'histoire. Elle a un fondement, elle a une histoire, mais elle change par rapport aux circonstances, elle s'agrandit, elle s'élargit, et il faut qu'elle prenne du monde le meilleur. Et je pense que ce rapport
on pourrait l'appeler dialectique, entre la nation et le monde, c'est un rapport qui aujourd'hui est en évolution. Et je pense qu'un jour, on ira au-delà de la nation, mais là, on n'y est pas. Et je ne vois pas comment on peut assurer la démocratie, le vote, et comment les gens considèrent un peuple en dehors de la nation. Je voudrais bien qu'il y ait un peuple européen, je voudrais bien qu'on pense en termes d'une Europe comme d'une souveraineté européenne, mais ça n'a pas de sens aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas dans les peuples cette volonté d'être un peuple unique. Vous parliez de mission universelle, pour l'Europe notamment, ou pour les peuples européens. Est-ce que cette mission européenne universelle passerait par un renouveau spirituel ? Alors, je me méfie du mot spirituel, comme je me méfie beaucoup de partis, disons, islamistes ou même démocrates chrétiens. Je me méfie du spirituel ou du religieux projeté sur le politique. Il faut rendre à César ce qui est à César seulement. Donc, il faut faire très attention à cela. Mais il faut un renouveau spirituel dans le sens qu'il faut retrouver une pensée où l'être humain se défie lui-même. C'est-à-dire, pense qu'à un certain moment, ce qu'il sait ou ce qu'il connaît, c'est plus important ce qu'il a inspiré que le résultat. Et qu'il retrouve cette inspiration. C'est comme pour le passé. Il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Mais il y a ceux qui ont créé dans le passé qui peuvent inspirer pour que nous, à notre tour, nous créons dans le futur. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut un renouveau de la spiritualité et que ça peut prendre des formes différentes. Je pense que le renouveau du confucianisme, c'est très intéressant en Chine, qu'il y a des courants de réflexion en Europe sur ce qu'a été vraiment le développement du christianisme dans l'origine de l'Europe. Et ce qui a fait que l'Europe a été la région du monde qui a su le mieux, dans la Renaissance des XIe et XIIe siècles, jusqu'au XIIIe. Et puis, dans la Grande Renaissance, et dans, je dirais, tout ce qui s'est passé dans le développement économique de l'Europe, il y avait ce fondement spirituel. Ce sont les cathédrales romanes et les cathédrales gothiques qui sont derrière cela, et les gens le ressentent. Et aujourd'hui, on a perdu ce fondement, c'est pourquoi on ne croit plus au futur. Et ce spirituel dégénère, je ne sais pas, depuis Hare Krishna jusqu'à je ne sais trop quoi de fondamentalistes dans l'Église catholique. Donc non, c'est pas ça. C'est ce renouveau du spirituel, c'est, je crois, essentiellement de penser que l'homme, par nature, est capable de bonté, qu'il est bon, et qu'il n'y a pas de mal tant qu'on fait le bien et le bon. Et à ce moment-là, le mal apparaît, si on ne le fait pas. Et c'est une façon de voir la question de l'écologie par rapport à la nature, je pense, essentielle, et pas punitif, mais très exigeant. On confond d'abord punitif, non punitif, exigeant, non, non, c'est très exigeant, parce que l'homme doit être responsable de ce qu'il crée et des conséquences de ce qu'il crée. Et c'est là quelque chose d'intéressant, parce que je pense que ça a été intéressant en Suisse avec l'épopée des grands barrages. On voit cette inquiétude et ce jugement. Et on les a fait sans réellement empiéter au-delà de ce qui aurait été dû vis-à-vis des agriculteurs et des propriétaires de terres. Ça s'est fait avec un certain accord dans un État qui en même temps était fédéral. Peut-être pour revenir à l'amélioration, la bonification de la société, est-ce que vous pensez qu'elle est possible sans l'amélioration de l'individu, de chaque individu? Est-ce que c'est possible d'améliorer la société, le vivre ensemble, etc., sans que chaque personne s'améliore à titre personnel? Moi, j'aime pas cette idée de vivre ensemble que tout le monde traîne. C'est le faire ensemble qui me paraît beaucoup plus important. Et ça ne peut être inspiré que par quelque chose. Alors, c'est très intéressant de revoir les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller, ou de revoir C'est la beauté qui sauvera le monde de Dostoïevski. De voir comment, dans ces penseurs-là, à différents moments de l'histoire, ont bien vu que
l'être humain, il faut le prendre tel qu'il est, même l'apprécier tel qu'il est, mais le penser tel qu'il devrait être pour lui-même, et avoir ce rapport constant entre la base et le sommet dans lequel on s'enrichit mutuellement. C'est une chose très difficile. Beaucoup en ont parlé et ne l'ont pas fait. Et l'échec du communisme a créé un doute sur cela. Mais pourquoi il y a eu cet échec du communisme? Parce qu'il n'y avait, je pense, que ce n'est pas à cause du socialisme en soi, mais c'est parce que dans la culture traditionnelle de l'Union soviétique, avec l'Église orthodoxe, il y avait une tendance de ce côté-là qui n'était pas enrichie par ce qui s'est développé ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde, et qu'il y a eu vis-à-vis de l'individu, à la fois dû à des pressions extérieures, mais aussi à des faiblesses intérieures, l'incapacité de répondre à cette spiritualité de l'individu. Et quand c'est très curieux, parce que ce que les grands penseurs russes du XIXe siècle, ou avant, que ce soit, je ne sais pas, Lermontov, que ce soit Dostoïevski, que ce soit surtout Pouchkine, eux ont pensé que le meilleur de l'âme russe devait être enrichi par ce qu'on peut assimiler aux réformes de Pierre le Grand. Et qu'il y avait de ces rencontres des deux, pas faciles, difficiles, mais qui allaient produire quelque chose de meilleur. C'est-à-dire le meilleur de l'Occident, d'une certaine manière. Le meilleur de l'Occident, mais aussi la générosité de l'âme russe, disons, un peu je dirais, sauvage, mais avec cette générosité liée à une culture beaucoup plus influencée par l'Est qu'on ne l'a dit. La Russie n'est pas seulement européenne, elle est entre l'Europe et l'Asie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Europe devrait se tourner vers la Russie? Non. Je pense que l'Europe doit se tourner vers elle-même et apprendre d'elle-même. Et je pense qu'elle doit le faire en incluant la Russie, mais pas y chercher des leçons, parce que c'est très intéressant la façon dont les Chinois pensent de ce point de vue-là. Eux, ils pensent qu'il faut défendre ses intérêts, bien sûr, ils les défendent, on les comprend, une nation défend ses intérêts, mais en même temps, ils disent qu'ils ne réussiront pas dans le long terme que si ça correspond aussi aux intérêts d'autrui et qu'on ne peut pas imposer à l'autre son propre régime. Et je crois que le tort de l'évolution américaine, avec ses 800 bases dans le monde et tout le reste, a été de vouloir imposer par la force son ordre de choses auquel lui-même ne croyait pas au reste du monde, auquel lui-même avait perdu. Et le dernier moment où les États-Unis ont représenté quelque chose de différent, c'était sous Roosevelt. On peut critiquer Roosevelt, mais c'était sous Roosevelt, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis pensaient qu'ils avaient une mission vis-à-vis du reste du monde, de le développer, de le rendre meilleur, et vis-à-vis de leur propre classe ouvrière. Et ça s'est perdu dès 1945 avec Truman. Truman, qui était un dirigeant politique, on l'a vu dans le fameux film là sur Oppenheimer, je ne sais pas si vous l'avez vu, où Oppenheimer se sent coupable d'avoir produit les bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Il va voir Truman et il se sent coupable. Truman sort de sa pochette un mouchoir et dit « essuyez vos larmes ». Donc ça a été le cynisme qui s'est développé à ce moment-là aux États-Unis après 1945. Larouche le décrivait comme des soldats revenant de la guerre, plein d'illusions, plein de choses qu'ils voulaient faire, et trouvant tout à coup un monde où gagner de l'argent, avoir une belle maison, une belle pelouse devant chez soi, était devenu l'essentiel. Et il y a eu l'abandon des centres-villes, ce phénomène de banlieue périphérique, et un progressif abandon de la politique réelle par les Américains. Et c'est devenu peu à peu, ça a accouché peu à peu de ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose de très curieux qui est en même temps la recherche d'un homme fort et la décomposition de la société. Est-ce qu'il faut forcément une figure d'homme fort pour amener un changement dans la société? Quelle est la responsabilité de chaque citoyen? Quel est le pouvoir de chaque citoyen pour pouvoir amener un changement dans la société? J'espère qu'un jour, il ne le faudra plus. Mais pendant longtemps dans l'histoire, il a fallu. Il y a une identification. Le peuple est le peuple. Et le peuple s'identifie à quelqu'un dont il pense que sa priorité est de le servir. C'était le cas avec De Gaulle, c'est le cas avec Xi Jinping en Chine. C'était le cas avec Roosevelt aux États-Unis, même avec Eisenhower dans une certaine mesure. Donc,
Ce qui est le mal, qu'est-ce que c'est? Pour moi, je vois le 17 janvier 1961. Je ne sais pas si cette date vous dit quelque chose. La plupart des gens, c'est quand Eisenhower a proposé son discours sur le lobby militaro-industriel. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui nie l'homme. C'est-à-dire, c'est plus le lobby militaro-industriel. Moi, je l'appelle la négation de l'individu tout en prétendant le promouvoir. Alors, excusez-moi, je vais dire comment je l'ai traduit en français. J'appelle ça le lobby frimput, c'est-à-dire financier, du renseignement, industriel et immobilier, médias, parlementaires, universitaires et think tank. Et tout ça comme une espèce de tout dans lequel il y a un narratif, et si vous en sortez, on vous tape dessus. On commence par vous taper dessus intellectuellement, puis on vous tape dessus plus physiquement. On voit la façon, je ne suis pas un partisan éperdu de Mathilde Panot ou des autres insoumis, mais la façon dont elles ont amené devant le juge est incroyable. Parce qu'elles ont prononcé quelques paroles qui n'étaient pas du tout un encouragement du Hamas, hein, mais simplement elles disaient qu'il fallait donner le droit aux Palestiniens, et elles ont dit il faut voir comment on peut aménager les choses entre le Jourdain et la mer. Et d'ailleurs, comment vous percevez cette hystérisation un peu du débat? Comment vous percevez l'hystérisation un peu du débat dans les médias aujourd'hui? On a l'impression que finalement, on peut plus dire certaines choses sans être... Alors, parce qu'on passe à la sensibilité, et la sensibilité orientée. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Et on n'est plus dans la vérité. Et la vérité, souvent, demande une démarche, demande une recherche, parfois une ambiguïté. Et ça, c'est interdit. Maintenant, on sert quelque chose nécessairement. Et c'est là que ce système, en réalité, le sert par l'englument. Certains ont dit qu'il le servait par la séduction. La séduction, c'est une partie. Mais l'autre, c'est en même temps la peur de déplaire. C'est là que la France est restée simplement, en particulier la France, qui est le pays le plus pessimiste du monde aujourd'hui, où seulement 3% des Français pensent que leurs enfants et petits-enfants vivront beaucoup mieux qu'eux. Pourquoi? Pourquoi elle se complaît aussi dans les défaites? Parce qu'elle n'a pas la vision de quelque chose qui lui semble que le futur sera meilleur. Regardez les années 60, les années de Gaulle. On vivait moins bien ou mieux qu'aujourd'hui, beaucoup moins bien. Mais les gens avaient l'idée qu'ils vivraient mieux à l'avenir parce qu'il y avait des gens qui s'occupaient de l'avenir. Alors, ce n'est pas seulement De Gaulle. De Gaulle était une sorte d'image, mais c'était des gens compétents dans le domaine scientifique, compétents dans le domaine administratif, qui, avec leurs idées et leurs... moi, j'étais opposé à certaines de leurs choses, mais de ce qu'ils faisaient, mais ils avaient au moins une compétence dans la gestion des choses, et ils bâtissaient quelque chose pour le pays. Aujourd'hui, on a l'impression que... moi, je lis ici un texte où... qui résume, hélas, ça c'est bien la situation. On dit, voilà, si on assiste à la France, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord la décomposition de l'école, la chute de l'école, puis la crise agricole, puis la glissade de l'hôpital dans la crise de la justice, la crise du système carcéral, et enfin, la recherche, puisqu'on est en crise, du bouc émissaire. Et celui qui recherche le bouc émissaire, qui les dénonce avec le plus de virulence calculée, le Rassemblement national, à 32% aux élections européennes. Donc voilà l'état dans lequel se trouve la France. Et c'est là que ce que vous avez appelé une spiritualité, une vraie spiritualité, est nécessaire et que l'individu doit être en accord avec la société. Alors Schiller se posait cette question au moment de la Révolution française. Il était pour au départ, puis il devient contre. Parce qu'il dit, elle bascule dans ce qui est à la fois la conjugaison du sauvage, c'est l'homme qui obéit à ses instincts, qui va couper les têtes à la Bastille, par exemple, et le barbare, qui est encore pire, qui croit que son système est le meilleur et il veut l'imposer à tout le monde par la force. Et il faut sortir de cela. Et lui voyait comme éducation ce que Dostoïevski verra aussi, d'ailleurs ensuite, qui cite souvent Schiller. C'est l'éducation esthétique de l'homme, c'est la recherche du beau et du vrai comme une unité. Et la recherche de ce beau et de ce vrai, aujourd'hui, une des choses qui la détourne le plus de son objet, à mon avis, c'est l'art contemporain, qui n'est pas de l'art pour moi. C'est-à-dire? C'est l'impression, c'est la sensation, c'est l'effet. Et ça ne tient pas du tout compte de considérations ni morales, ni intellectuelles.
C'est l'impression, le choc, la perception. Parfois, c'est réussi dans ce domaine-là, mais c'est limité à ça. L'art moderne était différent. L'art moderne, qu'on peut contester, mais se poser des questions. Et cet art moderne cherchait, par la transgression, à produire quelque chose qui était d'un ordre relativement supérieur dans l'entendement et l'esprit humain. L'art contemporain, non, il cherche le choc, les tripes et l'impression. Et je pense que c'est là un très grand problème dans lequel nous sommes, parce que ce n'est pas l'art contemporain en soi, c'est qu'il est en accord avec ces sociétés des écrans qui véhiculent l'impression immédiate au lieu de transmettre la progression d'une idée. Et on le voit, c'est terrible, chez beaucoup de jeunes, ils voient la guerre comme un immense jeu vidéo. Ils ne voient pas la guerre comme dans sa réalité. C'est pour ça que je discutais avec un ami qui est dans le secteur de recherche sur le renseignement. Il faut dire les choses comme elles sont, mais qui est à l'intelligence, une très grande formation. Il disait, il faut jouer 3 choses si on veut la paix. Les femmes, parce que les femmes savent que la guerre tue, et elles ne veulent pas que leur fils, leur frère ou leur mari soient tués. C'est ensuite et essentiellement tout ce qui est du domaine militaire, parce que le militaire sait qu'on meurt à la guerre. Et il y a un moment où il en est conscient, et après il sombre dans la politique de violence et de domination. Donc ça, c'est le moment aujourd'hui. On l'a vu avec certains généraux, effectivement. J'ai des amis, par exemple, du CRI, le Centre de réflexion interarmée en France, qui pensent qu'on va vers la catastrophe et qu'il faut arrêter ça. Il faut une paix en Ukraine, au Proche-Moyen-Orient, partout. Ce sont des militaires. Et puis après, il y a la Chine. La Chine est intéressante, et je pense que la France et la Chine, et la Suisse, et d'autres pays, doivent œuvrer ensemble pour faire justement cette coïncidence des opposés. Ou par-delà ce qui serait conflit, aujourd'hui, on irait au-delà. Alors, on parle de multilatéralisme. Moi, je suis pour. Dans une première étape, oui, les gens doivent opérer en monnaie nationale, ils ne doivent pas opérer en dollars financiers, c'est nécessaire. Mais au-delà, il faut un dessein commun. Et j'appelle ça une perspective multiple, ou le multiperspectivisme. C'est-à-dire d'avoir chacun une vision peut-être différente, mais qui peut, là où elle ressent la nécessité de l'autre, la nécessité sociale, la nécessité politique de l'autre, elle peut se conjuguer avec des choses qui, à un certain niveau, ne pouvaient pas se conjuguer, mais à un niveau supérieur, elles le peuvent. Et c'est ça, à l'intérieur d'un pays et dans le monde aujourd'hui. C'est intéressant parce que ce qui a déterminé l'histoire de France entre, je dirais, 1945 et 1975, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, qui n'étaient pas si glorieuses que ça au niveau de la vie. C'était la guerre coloniale, c'était vraiment... Moi, j'avais 20 ans, donc en 1961, d'un certain côté, c'est pas très brillant. Mais les gens croyaient qu'il y avait un avenir. Pourquoi ? Un avenir meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un accord, disons, entre ce qu'on peut appeler la tendance gaulliste, ce qu'on peut appeler le christianisme social et les communismes. Il y avait un accord sur qu'il fallait travailler pour édifier la nation. Chacun le pensait de façon différente, on se tapait dessus, mais il y avait cet accord sur une chose fondamentale. Aujourd'hui, c'est complètement perdu. Ça a commencé à se perdre en 1975, et ça s'est complètement perdu dans les années 1990, où il y a eu l'Indo-Suez, toutes ces unifications, Banque de Paris et les Pays-Bas, BNP Paribas, où il y a eu toute cette unification financière, et en même temps, tout mai 68, dans son exigence de justice, transformé en contre-culture et en séduction commerciale de l'individu. Et c'est là le point de basculement. C'est pour ça que je vois cette question si importante. J'étais en Chine récemment. Ce que j'ai vu en Chine, c'est le côté très positif, c'est-à-dire le développement économique sans précédent, des classes sociales qui ont
notamment les classes moyennes. C'est très intéressant de voir que Deng Xiaoping s'est inspiré de la France et en particulier de penseurs français pour constituer des classes moyennes. Mais la classe moyenne en Chine, ce n'est pas tout à fait en accord avec les terminologies marxistes, mais on est dans un autre domaine. Bref, il y a ça. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'élan spirituel et il y a une hollywoodisation de la société qui me paraît très dangereuse. Et on parle quand même aussi de certains abus sociaux, d'abus des droits de l'homme avec les Ouïghours, avec certains intellectuels qui sont... C'est pas tout à fait ce qu'on a dit. Certes, il y a eu à Kashgar notamment, il y a eu à Kashgar un terrorisme. La CIA a encouragé tout ce qui est passé par l'Afghanistan est rentré en Chine pour déstabiliser la Chine. Il faut bien comprendre cette chose. Et à Kashgar, il y a eu des attaques au couteau, etc., très violentes. Les Chinois sont intervenus à la chinoise, de façon extrêmement autoritaire. Ils n'ont pas fait de génocide, mais ils ont fait des camps de regroupement qui n'étaient pas tout à fait des camps de concentration. Et si on regarde en perspective, on voit que la population ouïghour s'est accrue, que les formes sociales, les mosquées, tout le reste demeurent. Les Chinois veulent en faire quelque chose de plus folklorique, mais ça demeure. Et il y a eu une hausse du niveau de vie énorme de la part ouïghour de la population. Certes, on a fait venir des Han. Certes, avec les Han, on a essayé de faire une mixité sociale où les Han joueraient un rôle relativement prépondérant. Il y a eu tout ça. Mais il y a eu un développement. Les Chinois toujours pratiquent d'un côté une politique répressive et de l'autre côté une politique de développement économique. C'est ce qui est arrivé après Tiananmen. La réforme et l'ouverture. Donc, il faut comprendre, en termes de l'histoire nationale, des choses qu'on ne peut pas séparer. Et pour la Chine, rester quelque chose d'uni, d'unifié, c'est absolument fondamental. Donc, évidemment qu'il ne s'agit pas d'importer en Europe ce que font les Chinois, bien sûr que non. Eux ne le veulent pas d'ailleurs. Ils pensent qu'ils gèrent leurs propres affaires. Voilà. Mais nous devons penser à comment faire mieux dans le domaine où ils ont fait très bien. C'est-à-dire, il y a un domaine qu'on ignore, c'est que les autorités sont très à l'écoute du peuple et essayent de voir ses tendances, ce qu'il pense et comment il opère. Or, en France, malheureusement, beaucoup plus qu'en Suisse. La Suisse, c'est différent. Mais qu'en France, on a des classes dominantes qui, depuis longtemps, depuis le règne de Louis XIV en particulier, à travers la Révolution jusqu'à aujourd'hui, des classes dominantes qui, soit par la cour, soit par les diplômes, soit par la puissance financière, se sont séparées du peuple. Et comme depuis la Révolution, beaucoup d'entre elles venaient du peuple, elles étaient d'autant plus dans la tentative de faire oublier qu'elles en venaient. Donc, elles étaient en place avec une sorte, je dirais, de dédain pour le peuple, qu'on voit d'ailleurs dans la façon... C'est ce qui a permis, en se proclamant soi-disant à l'écoute du peuple, de voir le Rassemblement national monter, ce qui permettait au Parti communiste de monter aussi. C'est les mêmes raisons, curieusement, dans des moments différents de l'histoire. Au moment où ça penchait à gauche, maintenant ça penche à droite, et ça va de cette façon. Mais je pense que c'est faux de dire ça pense à gauche, ça pense à droite. Ce qui est vrai, c'est de dire que dans les deux cas, pour des raisons différentes dans l'histoire, ça s'éloigne d'une conception optimiste, et c'est pas optimiste, je préfère le mot d'espérance, sur l'être humain, qui doit être la fibre de toute la société. C'est pour ça que le mot de racine et d'enracinement ne me plaît pas. Il y a certes besoin d'avoir une culture, d'avoir une histoire, d'avoir une langue, mais c'est la façon dont elle peut être source pour le reste de la société, je préfère le mot source au mot racine, pour le monde. Alors, parlons de l'Ukraine peut-être un peu encore, puisqu'on a quand même une guerre en Ukraine depuis 2022 qui mobilise beaucoup les pays de l'Union européenne. Que pensez-vous de cette guerre ? Je pense que ce qui est atroce, c'est les États-Unis avec l'Europe qui font une guerre par procuration, dans laquelle on donne quelque part au compte-gouttes des armes aux Ukrainiens en les envoyant à la machine à hacher et en les envoyant à la mort, très cyniquement.
Et je pense que ce cynisme des Européens et des Américains est quelque chose de terrible. Poutine, de son côté, a fait quelque chose qui a violé le droit international, au moins les frontières. Mais il le fait au nom de l'autodétermination des populations des 4 oblasts du Donbass. Donc il l'a fait en voyant que du côté européen s'étendait, contrairement aux promesses qui avaient été faites en 91-92, s'étendait l'OTAN au-delà des frontières de l'Allemagne réunifiée. Donc ça, Gorbatchev lui-même, qui était partisan de la Maison Europe, il l'avait dit. Poutine lui-même, au départ, qui était même pour intégrer l'OTAN, il voulait que la Russie fasse partie de l'OTAN. C'était le moment où il y avait le G8, le G7 des pays dont le Japon et d'Europe et les États-Unis, auxquels Poutine participait. Puis, qu'est-ce qu'il a vu? C'est par rapport à cela, on voyait toujours la Russie comme quelque chose qu'il fallait contenir, endiguer, et éventuellement, dans les cas extrêmes, et j'ai des rapports de la Hudson Institute ou de la Mellon Foundation qui réclament la désintégration de la Russie, et ils ont fait plusieurs conférences sur ça. Donc évidemment, la réaction de la Russie a été de dire il faut faire quelque chose pour les gens, les russophones du Donbass, qui étaient depuis 2024 et surtout... 2014, vous dites. 2014, pardon. 2014 était de plus en plus bombardé et il y a eu quand même 14 000 morts. C'est pas beaucoup par rapport à aujourd'hui, mais c'est quand même 14 000 morts et un harcèlement incessant et l'interdiction de parler russe. Or, ces pays sont russophones. On oublie que c'était dans le Donbass que toute la publicité du fameux Stakhanov avait été faite, le mineur Stakhanov, etc. Donc, et il y a ce fait que l'Ukraine a proclamé dès 2004, c'était Yushchenko qui le dirigeait à ce moment-là, qui dirigeait le pays, que Stéphane Bandera était un héros national. Mais donc déjà en 2004 2004. Yushchenko, c'est 2004, héros national. Après 2014, on pousse ça. Et les grands coupables ne sont pas les Ukrainiens, ils ne sont pas les Russes. C'est les Français, les Américains, les Allemands, qui ont accepté de faire de l'Ukraine leur chose pour l'envoyer à la guerre contre la Russie. Et les Russes, évidemment, alors certains disent qu'ils sont tombés dans le piège, mais qui ont fait, certains d'autres disent qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, ils ont contre-attaqué avec leurs moyens. Donc on est arrivé à cette chose atroce d'avoir une guerre de 14-18, une guerre de tranchée, en plein milieu, enfin au début du XXIe siècle. C'est atroce, cette guerre de l'Ukraine. Avec en même temps, vous voyez ces choses, on fait sauter Nord Stream, les Américains. Tout le monde le sait pratiquement. Il y a peut-être... Il y a quelques discussions quand même, effectivement, encore. À qui profite le crime. Hein. Donc, et moi je pense que Seymour Hersh est un homme compétent sur certaines questions. Donc, bon. Le résultat, en tout cas, quel que soit celui qui l'a fait, c'est que nous achetons maintenant, d'un côté, le gaz naturel liquéfié américain à 4 fois le prix du gaz russe de l'époque, mais que nous achetons même, et c'est là que c'est le comble de l'ironie, du gaz naturel liquéfié russe à 3 fois le prix auquel ils nous vendaient, c'est un peu moins cher que le gaz naturel liquéfié américain, auquel ils nous vendaient le gaz auparavant, et qu'il demeure, pour le gaz, le tuyau, ils disent qu'ils vont l'arrêter, ils ne l'ont pas encore arrêté, qui passe par l'Ukraine, les Ukrainiens continuent à toucher un péage des Russes. Ça montre bien que dans cette guerre-là, comme dans toute guerre d'ailleurs, il y a eu une part de manipulation et que je pense que malheureusement, Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur de Giscard d'Estaing, disait que son jeu préféré enfant et que c'est comme ça qu'il fallait considérer la police, c'était de précipiter les fourmis noires sur les fourmis rouges et voir ce qui se passait. Je pense que les pays occidentaux ont fait ça en Ukraine comme ils ont fait ça entre l'Israël et Palestine. Et le crime majeur, c'est que démocrates n'avons pas été capables, parce que nous n'avions pas le fondement spirituel et la vision politique à long terme, d'arrêter cela et de faire une véritable politique de développement mutuel et de croissance. L'hebdomadaire The Economist a souligné que cette guerre était un test pour la suprématie de l'Occident. Qu'en pensez-vous ? C'est un test, je dirais, pour la sagesse ou l'incompétence de l'Occident. Pour l'instant, on en est dans l'incompétence. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on pense les choses en termes de rapport de force et de domination, et on ne considère pas la façon dont peut penser l'autre.
Vous savez que ce Gorbatchev, qui était partisan, encore une fois, de la Maison Europe, qui était partisan du rapprochement avec l'Europe, a dit, moi j'y étais, dit Gorbatchev, en 1991, 92, 93. Et j'ai vu la promesse qui nous a été faite par les dirigeants occidentaux. Roland Dumas m'a dit la même chose. Je l'ai rencontré, il m'a dit la même chose. Mais Genscher aussi y était, et James Baker III, comme disent les Américains, y était aussi. Et ils avaient fait la promesse que les forces de l'OTAN ne s'étendraient pas au-delà des deux Allemagnes réunifiées. Elles se sont étendues. Et ce que dit Gorbatchev, notre bêtise, a été de ne pas demander un écrit. On les croyait de bonne foi. Nous sommes aperçus qu'ils étaient de mauvaise foi. Et à partir de là, chez l'autre, vous créez une agressivité presque naturelle. Et pour en venir à l'Ukraine, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en leur propre jeunesse. Ce qu'ils envoient à la guerre, c'est les gens, jusqu'à maintenant, au-dessus de 27 ans. Maintenant, ils sont passés à 25 ans. Et les jeunes Ukrainiens partent. Hein. On ne le dit pas, mais il y a à peu près... Le Monde, il y a eu une pleine page sur ça, de 600 000 Ukrainiens, le journal français, qui a à peu près 600 000 Ukrainiens qui sont partis, qui ne veulent pas faire la guerre. Donc, ils sont d'ailleurs partis en Russie aussi, et pas seulement en Europe occidentale. En Russie, c'est plutôt les gens du Donbass ou de la région de Kharkov. Hein. Mais les autres sont partis soit en Pologne majoritairement, en Allemagne et même en France. En France, on a 300 000 Ukrainiens. Moi, j'étais pour l'accueil des Ukrainiens, pour les accueillir bien, convenablement. Pas parce qu'on est pour le régime de Zelensky, mais parce que ce sont des êtres humains et qu'il faut aider des êtres humains. Donc, en ce qui concerne, je ne sais pas, ce qui est terrible, c'est qu'on l'a fourgué du matériel militaire qui était du matériel qui n'était pas des plus modernes. Et on continue d'ailleurs. Oui, encore qu'on est obligé de remonter à chaque fois. Maintenant, avec les attaques américains, on peut atteindre jusqu'à 300 km. Alors, ce n'est pas sûr qu'ils sont réglés pour atteindre 300 km, mais ils peuvent atteindre à l'intérieur des frontières russes. Et il y a toute une politique, je dirais, bandériste, qui est pour organiser le terrorisme à l'intérieur de la Russie. Alors, pour l'instant, ça a commencé à la frontière, avec une centaine de kilomètres à l'intérieur. Et puis, il y a Biden qui veut bien que les Ukrainiens meurent, mais qui ne veut pas une guerre avec la Russie. Donc, c'est terrible de penser dans ces termes, parce que comme c'est terrible de penser à Macron disant que l'OTAN est en mort cérébrale et que l'Union européenne est mortelle, et qui ensuite pense qu'au pouvoir les faire revivre en tant que tels. Là, on est devant des déterminations définitives qui ne permettent pas d'aller à un niveau supérieur. Est-ce que vous pensez qu'au moment de la prise des sanctions économiques contre la Russie au début de la guerre, il y a eu une ingérence américaine, ou est-ce que c'est finalement les pays de l'Union européenne qui ont fait preuve d'incompétence dans cette dynamique ? Je pense qu'il y a eu une très forte insistance américaine. Les Américains ont passé à cette politique de sanctions un peu partout. On l'a vu en Amérique latine, on l'a vu vis-à-vis de la Syrie, là aussi. Donc, mais les Européens se sont empressés, en partie par servilité, d'autres par peur, ceux qui sont les plus proches, comme l'Estonie et la Lituanie ou la Lettonie, sont empressés pour faire. Moi, je suis contre les sanctions en tout état de cause, même contre Israël, parce que je pense que les sanctions touchent toujours le peuple, et je respecte beaucoup les peuples, et pas les dirigeants. Et les dirigeants s'en tirent toujours, et le peuple en subit toujours les conséquences. Donc les sanctions, c'est absurde, même, je dirais, les sanctions contre les colons israéliens qui produisent, et ils produisent très peu d'ailleurs. Généralement, ils sont allés en Cisjordanie pour y trouver un habitat meilleur marché. Donc bon, mais je suis contre les sanctions même vis-à-vis de cela. Je suis pour une politique où on applique réellement l'avantage d'autrui du traité de Westphalie. Ça veut dire qu'on donne à celui qui est outragé, à celui qui est poursuivi, à celui qui est affaibli, à celui qui est maltraité, on lui donne les moyens de redevenir debout. Et sans ça, il n'y a pas de solution. Et en ce qui concerne, par exemple, la politique ukrainienne, je pense que les dirigeants actuels, d'ailleurs, du fait que j'ai critiqué ces dirigeants actuels, moi, je m'y mettais dans le Centre contre la désinformation ukrainienne, mis sur la liste de coupables. Donc c'est parfaitement ridicule. Parce que, vous voyez, je n'ai rien contre le peuple ukrainien, au contraire. Mais j'ai contre la façon dont il a été traité comme un instrument
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est inadmissible dans la façon dont c'est fait. De même qu'on a poussé depuis très longtemps aux dissensions au Proche et Moyen-Orient. Vous savez qu'au Proche et Moyen-Orient, il y avait Mehemet Ali en Égypte, c'était très longtemps, dans les années 1830, et son fils, qui était en Syrie, qui voulait faire une grande Syrie en développement, avec un développement, disons, en domaine industriel et agricole, à l'européenne. Gaza était à ce moment-là un endroit florissant, extraordinairement riche de jardins, et on pouvait en faire quelque chose de très intéressant, comme pour les cultures vivrières, pour toute la région. Et les Anglais en particulier, voyant ça, ont dit non. Ça, c'est dangereux pour nous, pour nos influences. Nous, on doit diviser pour régner. S'il y a une unité là-bas, c'est très dangereux. Et on est en 1840. 1840, une conférence à Londres sur comment on va faire. La France n'y participe pas. Ensuite, la France s'y ralliera. Mais au départ, la France n'y participe pas. Et ce qu'on dit à Londres, c'est bon, on jouera les chiites contre les sunnites, ça c'est... et on mettra des non-musulmans entre peuples musulmans. Et on va mettre en particulier des juifs, en les traitant au moment où on pourra comme un instrument de notre politique. Et ça, c'est dès 1840 ? 1840. Après, ça progresse, ça progresse jusqu'à l'adhération Balfour. Mais il faut comprendre que le représentant dans le gouvernement anglais à l'époque, juif, était contre la déclaration Balfour, parce qu'il disait on va nous coincer dans une identité qui sera liée à un territoire qui n'a rien à voir avec nos convictions du judaïsme. Et ça sera très dangereux. Bien que je ne sois pas en principe contre qu'il y ait un État où il y ait des dirigeants juifs, bien sûr, mais que ce soit donné pour des raisons religieuses d'avoir cet État, non. C'est ce que disait d'ailleurs Yeshua Leibovitz, qui est un sioniste au départ. Il s'est battu même en 1948 dans les armées israéliennes. Bon, il faut bien voir que si on veut parler de terrorisme et de crimes de guerre, la Haganah, l'EI et l'Irgun ont fait des actes terroristes tels qu'ils sont même retournés contre leurs protecteurs anglais en les assassinant. Donc, on ne peut pas dire que le terrorisme est une question suffisante pour ne continuer la guerre jusqu'au bout. Malheureusement, nous-mêmes, en Algérie, avons l'expérience d'un terrorisme tout à fait indu, du FLN, qui a tué des gens. Je me souviens de l'attentat du bar, l'automatique. Mais on a fait un accord avec eux. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, si on veut dépasser l'affrontement, il faut faire la paix. Et la paix, on ne la fait jamais avec des amis, c'est déjà fait. On l'a fait avec des ennemis. Et c'est souvent très difficile, il y a beaucoup de souffrance, mais il faut le faire. Sans ça, il n'y a pas de possibilité de continuer à vivre ensemble. Pour arriver à la paix, il faut inviter tout le monde à la table. Absolument. Il faut inviter tout le monde à la table. Il faut faire pas comme on fait en Suisse actuellement, Voilà. où il y a l'Ukraine et la Russie n'est pas invitée, la Chine refuse de venir. On peut faire un appel à la Suisse d'inviter tout le monde autour de la table des négociations pour arriver à C'est ce que la paix. Mon ami Jean Ziegler voudrait, qu'il y ait une position sur l'Ukraine très opposée à Poutine, mais ça m'est égal quelque part. Ça m'est pas égal sur le plan de la discussion, mais ça m'est égal parce que quelque chose est au-dessus de ça, c'est comment on va faire la paix. C'est ça qui est important. Et je pense qu'à un certain moment, ce que nous proposons au Proche Moyen-Orient, c'est un plan Oasis, en tant qu'organisation internationale de l'Institut Schiller. Et le plan Oasis, c'est un plan qui est basé sur l'eau, le partage de l'eau et le verdissement du désert, avec une guerre qui est la guerre contre le désert et pas la guerre contre les êtres humains. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra à terme avoir des Israéliens et des Palestiniens qui travailleront peut-être d'abord côte à côte et peut-être un jour ensemble. Et c'est intéressant, je pense, l'exemple de Mandela en Afrique du Sud. C'est celui-là qu'il faut voir. Et c'est intéressant que ce soit l'Afrique du Sud qui ait saisi la Cour de justice internationale sur la plausibilité d'un crime contre l'humanité et d'un génocide commis par le gouvernement israélien. Il faut être clair. Et c'est vrai, c'est par le gouvernement israélien, c'en est un. Et après, quand on militarise un pays, on en vient même à un pays où les gens ont un certain sens de la démocratie, comme en Israël, la démocratie pour eux-mêmes, pas tellement pour les Palestiniens, mais pour eux-mêmes. On en vient à détruire cette idée-là
Donc il n'y a plus rien qu'un régime militarisé. Et ça, c'est très dangereux. Moi, ce que j'ai lu de plus effrayant, quelque part, en dehors d'autre chose, ce qui est fait pour bombardement de Gaza, qui est abominable, mais d'un druze israélien qui se bat avec l'armée israélienne, parce qu'il y a pas mal de druzes dans l'armée israélienne, et qui dit au début, j'étais druze, je me présentais torse nu, avantageux. Dans cette société israélienne, on cherche beaucoup le rapport à un niveau, disons, sentimental, et il disait, j'avais pas de succès. Et puis je me suis habillé en militaire, avec des médailles, et là, j'ai toutes les filles que je veux. Ben, ça, c'est très dangereux, parce que de voir le militaire, non pas comme quelqu'un qui défend la patrie et qui a pour son identité cette défense de la patrie, mais comme un être au-dessus de la normale et qu'on porte comme représentant le pouvoir. Alors là, non, parce qu'il n'est qu'un instrument que le pouvoir peut utiliser, mais qu'il doit le moins utiliser possible, bien sûr, ce que pensent les militaires eux-mêmes, mais pas du tout comme quelque chose qui devient une façon de créer une identité nationale. Ça, c'est très dangereux. Et c'est là qu'on bascule dans une forme de conduite fasciste. Pour revenir au projet Oasis dont vous parliez, est-ce que ça prend sur le terrain? Est-ce que ça se développe concrètement? Comment Il y a ça eu des se passe? idées. La Jordanie a voulu faire un plan de développement. Elle a voulu faire à Aqaba un système de dessalement de l'eau de mer, désalinisation de l'eau de mer. Je ne sais pas comment il faut dire, on ne sait plus. Donc elle a voulu faire ça. Pour nous, c'est utiliser une désalinisation au niveau de la mer Morte, avec un lien probablement, parce qu'il y a des dénivellations énormes entre la mer Morte et la Méditerranée d'un côté, la mer Morte et la mer Rouge de l'autre. On va avoir deux accès d'eau, probablement par les canalisations, qui arriveraient avec cette eau salée, donc de la Méditerranée et de la mer Morte, de la Méditerranée et de la mer Rouge, et qu'on amènerait à la mer Morte, où on le transformerait en saumure, puisque les saumures qu'on a, qu'on pourrait mettre dans la mer Morte, parce que le saumure ainsi obtenu est moins salé même que l'est la mer Morte. Donc, et de revitaliser par cela même la mer Morte. Donc c'est un intérêt mutuel. Et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Nous avons des experts de l'eau en France qui viennent aux conférences que nous organisons avec l'Institut Schiller pour la paix par le développement mutuel et qui sont très intéressés. Nous avons des gens en Israël qui sont très intéressés. Nous avons des gens en Palestine qui sont très intéressés. Mais il faut un effort. Les Israéliens doivent renoncer à une identité de colonisateur qui n'était même pas la leur. C'est celle qu'on leur a fait jouer en libérant Marwan Barghouti. Ça doit être le signe. Jacques Cheminade, nous arrivons au terme de notre entretien. Nous avons l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc si vous avez quelque chose à ajouter. Alors, j'ai déjà fait la mention du lien entre la politique et la musique, et l'art de composer. J'ai ici des citations que je trouve moi-même magnifiques, qui ont été faites au moment de la Révolution française. Il faut la retrouve parce que c'est des gens... On a oublié cet aspect de la Révolution française où on voulait communiquer au peuple l'art, et notamment par la musique. Il y a eu des orchestres, des orphéons de très grande importance à cette époque-là en France. Et je pense qu'aujourd'hui, où Xi Jinping arrive en France, si on le voit au niveau des conflits, sur la forme existante, on se dit, mais il n'y a rien à faire, la Chine essaye de nous tromper, mais voilà, c'est pas possible de négocier avec elle, regardez ce qu'elle nous fait sur le cognac, parce que vous avez vu, c'est pas seulement le cognac, mais surtout des eaux de vie, et que c'est par représailles contre ce qui est fait pour les subventions aux voitures électriques chinoises. Buy Your Dream, les fameuses voitures chinoises. Alors, il y a du vrai des deux côtés, parce que c'est vrai que les Chinois subventionnent les voitures électriques. C'est vrai aussi qu'ils pensent investir en France. Il y a une chose qu'on a cachée. Huawei a investi 200 millions en France, en Alsace, pour la 5G, voire la 6G, et aussi la recherche. Donc, il y a une possibilité. Ça, on n'en a pas tellement parlé parce qu'on a peur que ça incommode les Américains. Aux États-Unis, il y a une tendance
d'abord, qui est chez Biden modéré, mais très désagréable. Blinken est allé voir les Chinois en disant il faudrait que vous cessiez de donner aux Russes, d'envoyer vers la Russie des composants qui leur permettent de faire des armes. Et les Chinois ont dit de quoi je m'occupe à Blinken. Et Blinken est venu de façon très agressive en Chine. Donc il y a cela, mais il y a pire du côté de Trump ou Pompeo ou Steve Bannon. Tous ces gens qui sont là, pour eux l'ennemi c'est la Chine. Il faut essayer de faire un arrangement avec la Russie. C'est pour ça que Trump a dit je ferai en 24 heures un accord, mais ce sera la Chine. Donc c'est toujours une vision de conflit. Et c'est toujours une vision où il n'y a pas de possibilité de s'entendre. Alors par rapport à cela, j'ai quelque chose que je trouve très beau, je voudrais vous le lire parce que c'est Béranger, le poète révolutionnaire français, qu'on traite mal d'habitude, qui était populaire, hein, s'adressait au peuple. Donc on le traite mal parce qu'il s'adressait au peuple. Alors c'est un poète intéressant. Alors Béranger écrit à Willem. Alors Willem, c'est celui qui avait organisé cette culture Bocquillon, on l'appelle Louis de Bocquillon, mais on le surnommait Willem, qui avait fait à Polytechnique, dans l'école Polytechnique, des chorales. Et après, il en fait par le peuple. Il arrive même à faire des chorales où il y avait 1000 personnes. C'était quelque chose, un mouvement de chorale très important en France. Et là, on est en 1841. Et Béranger dit quand même, tu n'arriveras pas à faire chanter ces gens, je vois pas comment tu vas y arriver. Willem dit, viens voir, viens voir. Alors Béranger arrive et dit, il reconnaît quand même ce qu'a fait Willem. Et voilà ce qu'il lui dit. Mon vieil ami, ta gloire est grande, grâce à tes merveilleux efforts, des travailleurs la voix s'amende et se plie aux savants accords. D'une fée as-tu la baguette pour rendre ainsi l'art familier. Il purifiera la guinguette, il sanctifiera l'atelier. La musique, source féconde, épandant ses flots jusqu'en bas, nous verrons, ivres de son onde, artisans, laboureurs et soldats. Ce concert, puisses-tu l'étendre à tout un monde divisé, les cœurs sont bien près de s'entendre quand les voix ont fraternisé. Et je pense que c'est une très belle citation de l'art du politique, parce qu'il faudrait penser dans ces termes. Et par rapport à ça, ce que dit Jaurès, qui me donne l'espoir en France, sans ça j'en aurais pas beaucoup compte tenu des apparences, il dit « Il y a donc dans notre France, sur les problèmes vitaux, une inertie de la pensée, une somnolence de l'esprit qui nous expose à toutes les surprises jusqu'au jour où se produisent ces lumineux réveils qui viennent heureusement, quoique de trop longs intervalles, sauver notre pays. » Je pense que c'est ça, cette vision d'espérance qu'il faut avoir. Il ne faut pas attendre d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Et que si aujourd'hui on n'a pas ça, on désespère et on devient complice d'un monde qui va à la guerre. Jacques Cheminade, merci pour cet entretien. Merci à vous.